Bienvenue au Polysécure, épisode plus technique. Je suis avec Yassir. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et toi? Très bien aussi, c'est vendredi. Fait que c'est une fin d'une semaine qui se termine très bien. Exactement. Donc, on va poursuivre sur notre lancée de la dernière fois. La dernière fois, on a plus présenté le passif du milieu du hacking, qu'est-ce que c'était, en fond, pour arriver à expliquer qu'est-ce que maintenant les programmes de bug bounty, comment ils fonctionnent, c'est quoi l'actuel, c'est dans quel univers on patauge, puis un peu à quoi on peut s'attendre, ou à quoi on doit être vigilant justement pour avoir les services dans lesquels ils sont pertinents. Fait que je vais te laisser présenter ça. Super. Eh ben, écoute, effectivement, après avoir évoqué un peu le passé et l'émergence de ce modèle de primo bug ou bug bounty, l'idée aujourd'hui, c'est de zoomer peut-être tous les deux sur le présent et donc avoir un volet un peu plus opérationnel. Donc, de manière globale, pour rappeler le principe. Le principe, c'est que aujourd'hui, on a des plateformes, donc des plateformes, des applications web, des sites web, sur lesquels des clients vont rentrer en relation via ces plateformes-là avec des communautés de hackers pour que ces hackers-là leur trouvent des failles de sécurité et au milieu, un business model dans lequel les entreprises vont rémunérer les hackers à la faille détectée. Alors, avant d'aller plus loin sur la partie, on va dire, très opérationnelle et comparative, d'un point de vue modèle économique, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, il y a trois niveaux dans ce genre de modèle. Le premier, c'est comme on l'a dit, c'est le budget avec lequel le client, donc l'entreprise finale qui teste ses applications, va payer les hackers. Et donc, typiquement, ils vont avoir un budget, ils vont rémunérer. Et on a deux approches. Soit il y a des plateformes qui prennent des fees à chaque fois que le hacker est rémunéré. Par exemple, quand on paye un hacker 100 euros, la plateforme va prendre 25 euros, par exemple. Soit il y a des plateformes qui ne prennent pas de fees. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très souvent un coût d'accès à la plateforme. Donc, pour pouvoir même utiliser la plateforme, il y a un abonnement, une souscription à la plateforme pour pouvoir l'utiliser avec des fois différents niveaux de packaging en fonction de plein de choses, des fonctionnalités qu'on va activer ou pas. Et enfin, il y a ce qu'on appelle du service managé. Ça peut être un prix à part, mais très souvent, ça peut être aussi combiné dans le prix d'accès à la plateforme où la plateforme peut gérer pour les clients le tri des rapports qui sont remontés par les hackers. C'est-à-dire que certains clients peuvent dire « moi, je veux gérer directement la relation avec les hackers » et d'autres entreprises peuvent dire « mais non, moi, j'ai pas la bande passante, j'ai pas les compétences, j'ai pas les ressources pour ». Donc voilà, ça, c'est les trois niveaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de manière très macro deux grands types de plateformes. Des plateformes qu'on va appeler publiques et des plateformes qu'on va appeler privées. Alors là, il y a une grande nuance qu'il faut adresser. Quand on parle de privé et de public, c'est par rapport à la communauté de hackers qui participent. D'accord? Donc, il y a des modèles où un hacker peut s'inscrire, il ouvre un compte via un formulaire et puis il se retrouve sur la plateforme et puis il peut du coup commencer à travailler et trouver des failles. Et il y a des plateformes où pour qu'un hacker puisse rejoindre une plateforme et pouvoir participer, il va passer par des phases de sélection, où on va valider, par exemple, ses compétences, on va valider son identité, tout un tas d'éléments juridiques, on peut même aller jusqu'à faire du background check. Moi, typiquement, à titre d'exemple, on est dans cette deuxième catégorie. Donc voilà, nous, on est sur le modèle privé, on sélectionne. Les deux modèles coexistent, les deux modèles sont complémentaires, les deux modèles répondent en fait à des besoins qui sont différents, à des attentes qui sont différentes, voilà, à des modèles de maturité qui sont différents. Et par-dessus ça, ce qui va se passer, c'est que il y a des plateformes qui peuvent proposer d'autres services que
la prime au bug, quoi. Donc, dans la majorité des plateformes, on va trouver la prime au bug et on va trouver ce qu'on appelle les VDP, les Vulnerability Disclosure. Et puis, on a d'autres qui vont rajouter d'autres briques, du pentest crowdsourcé ou qui vont rajouter des missions spécifiques, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de diversifier au maximum les modalités pour pouvoir s'adapter aux besoins des clients, à leur maturité, à leur budget, etc., etc. Donc ça, c'est un peu le modèle économique. Si on rentre vraiment dans le fonctionnement en tant que tel, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'un client s'est créé un compte sur ce genre de plateforme, il dispose d'une interface qui lui permet de définir les règles du jeu, on va dire, qui vont encadrer le travail des hackers. Donc c'est pas non plus le Far West, hein, en tout cas ça ne devrait pas l'être, hein, ça ne devrait pas être le Far West. L'interface devrait être assez carrée pour pouvoir permettre aux clients d'encadrer comment les hackers vont chercher ou ils vont collaborer avec l'entreprise. Donc, généralement, on peut décrire le scope qui va être testé. Hein, est-ce que c'est une application mobile? Est-ce que c'est une plateforme SaaS? Est-ce que c'est une infrastructure? Est-ce que c'est une application mobile, etc., etc. En donnant le lien d'ailleurs pour pouvoir accéder à ce scope-là. Ensuite, on va avoir généralement ce qui est attendu des hackers, ou en tout cas des éléments de contexte pour que les hackers comprennent à quoi sert l'application et quels seraient les scénarios les plus intéressants pour un client. Par exemple, si c'est une application financière, on peut se dire que ce qui va intéresser cette application, c'est toutes les tentatives de prod ou toutes les tentatives d'usurpation d'identité ou de vol de carte bleue s'il y a des cartes bleues dessus. Et donc, quelque part, normalement, un bug bounty, quand il est bien fait, le scope de la mission, il est aligné sur la stratégie cyber de la sécurité en matière de détection de vulnérabilité. C'est-à-dire que on tire le meilleur quand on a déjà fait un peu le travail du capital informationnel pour se dire qu'est-ce qui a de la valeur pour moi et qu'est-ce qui ferait sens en termes d'attaque de quelqu'un de malveillant pour dire, oh, okay, regardez, moi dans mon business, si vous arrivez à me démontrer ce use case ou celui-là, vous méritez la prime la plus élevée possible. Et sorti de ça, ça va être des primes qui vont s'inscrire dans une grille de lecture. Donc ça, c'est le premier travail. A contrario, si ce travail-là est bien fait, ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle ce qui est out of scope, ce qui est en dehors du scope. Donc typiquement, tout ce qui n'intéresse pas l'entreprise, ou en tout cas tout ce que les hackers doivent éviter de faire. Ça peut être, par exemple, des fois, des choses qui relèvent de la bonne pratique. Hein, par exemple, dire le fait que dans un formulaire, le mot de passe, il doit respecter certaines contraintes, certaines regex, ça ne m'intéresse pas. Même si vous le trouvez, j'ai des outils en interne qui font des checks régulièrement et à un moment ou à un autre, je vais traiter ce sujet, donc pas la peine de perdre de l'énergie sur ça. Ça peut être aussi de définir des lignes rouges, par exemple, qui sont de dire si jamais vous arrivez sur tel sous-domaine, vous devez vous arrêter de travailler. Ça, c'est essentiel aussi parce que des fois, comme tu le sais, les hackers, ils ont leur propre outil de reconnaissance. Ils peuvent démarrer par le point A et donc par rebond, ils vont arriver sur un point D. Donc potentiellement, l'équipe de sécu n'a pas envie que les hackers mettent le nez dedans parce qu'ils savent déjà que c'est fragile ou parce que c'est une machine qui peut tomber vite ou parce que voilà, ils sont juste en train de la builder, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que on peut dire ça, il ne faut pas y aller. Ça peut aussi, il y a une autre section très souvent qui vient se rajouter. Donc, on a parlé de la mission, on a parlé de ce qui est en dehors du scope. On peut aussi avoir les vulnérabilités connues. C'est-à-dire aussi, quand une entreprise connaît déjà quelques vulnérabilités qui ne sont pas encore corrigées, ça c'est essentiel, c'est important de les lister. Pourquoi ? Parce que si on ne liste pas, les hackers risquent de les remonter. Si les hackers les remontent et que ça n'a pas été clairement spécifié comme des choses que le client connaît déjà, en fait, il faut rémunérer les hackers parce que on peut pas leur dire après coup, ah bah tiens, en fait, oui, tu me l'as remonté, mais je le savais déjà. Enfin, il faut imaginer vraiment ce programme comme une sorte de contrat qui va lier en fait les transactions avec les hackers. Donc, ça, c'est un petit peu facile de dire à quelqu'un, ah bah en fait, tu m'as remonté une faille, mais je la connaissais déjà. Excuse-moi, je l'ai pas écrite. Donc ça, c'est important de les écrire. Puis c'est aussi dans l'intérêt du client. L'intérêt du client, c'est aussi de ne pas payer pour des choses qu'il connaît déjà.
Donc ça, c'est un élément essentiel. Ouais, j'ai rajouté sur ce point-là, au-delà du, puis même au-delà pour l'intérêt du client, pour justement pas qu'il paye pour des choses qu'il ne veut pas. S'il commence à contester un peu trop le fait de vouloir payer justement quelqu'un qui travaille sur la plateforme, même son nom à lui va être un peu entaché avec le temps, puis les gens le voudront de moins en moins parce que on s'entend que c'est tout du monde qui se connaissent, fait que les réputations des différents utilisateurs de cette plateforme-là finissent par se connaître aussi, puis donc ça réduit l'intérêt d'investir du temps sur un client qui potentiellement va moins bien payé à terme parce qu'il va contester énormément les rapports par rapport à d'autres clients qui sont plus matures sur l'usage de ces plateformes-là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et nous, typiquement, alors tu as parfaitement raison, c'est vrai que les communautés de hackers peuvent parler entre eux de la même manière que dans un business normal. Hein, les relations entre fournisseurs, il faut vraiment le voir comme ça, hein, qu'entre clients et fournisseurs. À un moment, les fournisseurs peuvent se parler entre eux et les clients d'ailleurs, hein, des fournisseurs et inversement. Mais nous, typiquement, pour donner un exemple, et je pense que d'autres plateformes le font aussi, hein, c'est qu'on affiche même les statistiques du programme pour les communautés. C'est important d'avoir une telle transparence comme ça. C'est pas pour mettre la pression ni sur les hackers ni sur les clients, mais c'est aussi parce que à un moment, il faut que tout le monde soit responsable et que tout le monde puisse se mesurer, en tout cas faire face à ses choix. Donc typiquement, nous, on montre le temps moyen que met un client pour trier ses rapports, le temps moyen qu'il met pour répondre, le temps moyen qu'il met pour corriger. Et donc, ça permet aussi de montrer que c'est vraiment un marché B2B pro où, voilà, comme tu disais, le client, par exemple, qui met en moyenne 300 jours, je dis n'importe quoi, hein, pour répondre à la demande d'un hacker, c'est factuel. Donc, nous, on va pas lui dire tu fais mal ton travail ou ce que tu veux, mais on va mettre cet élément de manière très froide et très factuelle. Et après, ça peut aussi pousser les clients à se poser la question, est-ce qu'ils ne sont pas assez mûrs pour l'exercice encore? Est-ce que dans l'organisation, nous-mêmes, on ne les a pas aidés à bien préparer ce programme? Mais sans ce genre d'indicateur, des fois, on tombe dans les mauvais diagnostics et comme tu le dis, ça peut entacher la réputation. Alors que quand on a ce genre d'indicateur, au moins l'indicateur est là, on se pose les questions et on peut après corriger le tir. Je veux dire, on est tous là pour s'améliorer. Donc voilà, donc cette partie, tu vois, sur les corrections, elle est importante. On va avoir bien entendu la grille de prix des rewards. Donc ça aussi, c'est très souvent, dans la majorité des cas, il y a 4 niveaux de rémunération, low, medium, high et critical, donc bas, moyen, élevé et critique. Et donc, on va avoir cette grille qui souvent est indexée sur le score CVSS de la vulnérabilité, mais avec le contexte client. Tu sais très bien que le score CVSS, c'est un standard de marché, mais des fois, par rapport au contexte du client, il peut être un petit peu déconnant, quoi, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire que nous, on a eu des cas de figure où le score CVSS était très bas, mais le client a corrigé le tir en disant non, mais vraiment, il a trouvé un truc super intéressant, il a élevé. Et on a aussi d'autres cas où le gars dit ouais, ok, d'accord, mais c'est score est 10, mais en fait, c'est sur une application totalement isolée, sur laquelle il n'y a aucun utilisateur, sur laquelle il n'y a aucune donnée, et ça restera toujours comme ça. Donc, il y aura toujours, tu vois, un peu des zones grises qui dépendent du contexte client. Et encore une fois, ce qui va être important dans tout ça, c'est le long terme. C'est-à-dire qu'un client qui, systématiquement, dans 80% des cas, baisse le score CVSS avec un argumentaire totalement subjectif, au bout d'un moment, les hackers auront tendance à ne pas travailler avec lui parce que ça reste quand même de très grands techniciens et experts et tu peux leur expliquer une exception une ou deux fois, mais si l'exception c'est la règle, il n'y a plus de règle en fait. Donc du coup, le problème, il est fini. Nous, par exemple, sur la partie gris de reward, parce que c'est une question qui revient très souvent, on a mis en place, c'est des choses relativement simples, des sortes de moteurs qui regardent ce qui se passe sur la plateforme pour donner en fait des tendances de marché. Alors ça, c'est important d'insister sur des tendances de marché. L'idée n'est pas de dire au client ce qu'il doit payer, mais vraiment de lui donner des indications. Et c'est vraiment au client de décider le prix définitif qu'il veut mettre en place
pour le rémunérer. Mais c'est vrai qu'il y a des tendances de marché qui s'installent et qui font que pour certains types d'applications, pour certains types de failles, par exemple les RCE, les Remote Code Execution, généralement quand tu trouves ça, il y a un certain niveau de prix. Quand tu es en dessous du prix, c'est que si tu n'as pas la maturité qui va avec ce genre de choses, en tout cas, tu comprends pas ce que représente réellement le danger que représente réellement une RCE, par exemple. Donc, je vais rajouter aussi, puis ça au-delà de tout ça, c'est qu'il y a moins de hackers qui vont être intéressés à venir travailler sur les clients qui n'offrent pas des prix qui sont suffisamment intéressants. Tu sais, ils ont accès à un marché très vaste et de ce marché-là, donc, vont être capables de sélectionner les clients qui sont le monétairement plus intéressants. C'est un job. Ces gens-là travaillent. Fait qu'ils vont aller travailler où c'est le plus gratifiant possible. Donc, s'ils ont la gratification, ils n'ont pas de difficulté et tout ça, fait que c'est sûr qu'ils vont favoriser ce genre de choses-là. Et l'autre danger de pas rémunérer assez, c'est, en tout cas, ma perception, c'est que si les gens trouvent des vulnérabilités, puis il y a des problèmes, sur des plateformes qui ils ont vérifié moins, puis ça, c'est mon biais à moi, les plateformes publiques, ces gens-là vont avoir tendance à se retourner vers d'autres marchés pour se faire rémunérer. Puis ces marchés-là, c'est des marchés qui sont moins légaux, disons. Et là, on se retrouve dans des situations très préoccupantes parce qu'on a autorisé de faire des tests. Mais toutes les plateformes exigent un certain nombre, un code d'éthique. Mais c'est le code d'éthique qui s'appuie sur l'honneur. Ben, des fois, il y a une certaine partie de la population qui ne dispose pas de ce code d'honneur-là. On le sait, il y a des criminels et des choses comme ça. Donc, ces gens-là peuvent bénéficier de ces éléments-là. Puis moi, ça me chatouille un peu là, parce que c'est certains systèmes que j'aimerais pas que ces vulnérabilités se ramassent dans des événements, dans des marchés parallèles. En tout cas, tu vois, par exemple, à ce genre de scénario, c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire des comparatifs de risques, c'est-à-dire quand on dit, encore une fois, c'est des exemples totalement que je donne comme ça juste pour l'échange, mais pour illustrer. Quelqu'un qui trouve une RCE sur un système, si vous le rémunérez 5 000 euros, on peut avoir des entreprises qui disent quoi, 5 000 euros, c'est beaucoup, pourquoi et tout. Il faut toujours imaginer que, à partir du moment où ce hacker-là a trouvé cette RCE sur votre système, donc un système généralement qui est exposé en ligne, il y a réellement des chances qu'un attaquant malveillant tombe sur la même chose. Combien vous coûterait si un attaquant malveillant fait une publication sur les réseaux sociaux disant « j'ai trouvé une faille chez ces gens-là » et il vous fait un leak de quelques données. Ça vous coûtera 10 fois plus cher minimum que ce que vous avez rémunéré le hacker éthique, ne serait-ce rien qu'en gestion de risque. C'est-à-dire que vous allez devoir organiser une cellule sur laquelle vous allez vous retrouver avec 10 C-level dans une réunion pendant 3 heures. Rien que sur cette réunion-là, normalement, vous avez déjà dépensé plus que les 5 000 qui vous avez payé pour les hackers. Donc, il y a ce côté un peu pragmatique, mais c'est important de faire ces exercices-là en amont pour dire, en fait, OK, par rapport à une faille comme ça, si je me retrouvais dans une situation où elle est publique par quelqu'un de malveillant, il l'a traduit ou ça se sait ou autre, OK, qu'est-ce que je risque réellement, quoi? Et donc, traduire ça rapidement pour se dire, en fait, le retour sur investissement, ne serait-ce que par élimination, tu vois, des coûts potentiels que ça peut générer, en fait, je me retrouve dans mes clous. Mais ça sous-entend, et c'est le dernier point auquel je vais arriver, après, ça sous-entend un élément essentiel, je vais le laisser tout à la fin. Je veux aller jusqu'au bout pour que les gens comprennent. Donc maintenant, ça, c'est les éléments assez classiques. Il y a d'autres éléments qui vont venir se rajouter en fonction de la typologie de plateforme. Nous, par exemple, on peut avoir l'activation d'un VPN. On a des systèmes, par exemple, sensibles sur lesquels il y a certains clients qui nous disent nous, on veut que les hackers qui travaillent avec nous, ils passent par le VPN Yogosha, non pas pour forcément contrôler ce que font les hackers, mais des fois, ne serait-ce que pour ne pas déclencher une alerte générale au sein de l'entreprise parce que le SOC va voir des comportements anormaux, il va pas comprendre ce qui se passe. Ou alors, des fois, aussi pour distinguer des comportements légitimes de comportements illégitimes. Quand nous, par exemple, on lance des programmes de prime bug chez des clients, il faut savoir qu'on le fait en production, on le fait dans les horaires de travail normal, mais aussi en dehors, donc c'est du 24 par 7. Et donc, en fait,
il n'est pas exclu qu'au moment où il y a un programme de bug bounty qui tourne, il y ait de vrais attaquants qui soient en train d'attaquer le système en même temps. Et donc, ça peut être une parade pour dire, en fait, l'adresse IP qui vient de Yogosha, c'est celle-là. On est capable de l'identifier dans les systèmes de veille, les SIEM et autres. Et donc, du coup, c'est une autre adresse IP qui n'appartient pas à ce range-là qui est en train de faire des attaques. Soit c'est un hacker de Yogosha qui n'a pas activé le VPN et à ce moment-là, il est en tort, il faut qu'il corrige très vite le tir. Soit il y a réellement quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Donc ça, c'est un élément, en tout cas, moi, qui me semble important. Un autre élément qu'on a rajouté, c'est le fait de rajouter des conditions spécifiques auxquelles les hackers doivent adhérer avant d'accéder à un programme. Typiquement, on peut imaginer que certains clients sensibles rajoutent leur propre NDA. Et donc, on a un mécanisme où, avant même d'accéder au programme, il faut accepter cet NDA-là avant d'aller plus loin. Et après, ce qu'on peut avoir, c'est des champs un peu libres dans lesquels le client pourra ajouter ce qu'il veut. Et donc, l'élément que je disais avant et qui me semble important, c'est que, quoi que l'on puisse dire, un programme de Primebug réussi, c'est un programme qui est bien préparé. Tout ce qu'on vient de dire là, le scope, la mission, ce qui est en dehors de scope, ce qui est critique pour le client, ce qu'il n'est pas, les failles qu'il connaisse, les failles qu'il ne connaît pas, où est-ce qu'ils doivent s'arrêter, quels sont les sous-domaines qui sont couverts, etc. Le grille de reward, comment on fait évoluer cette grille de prix dans le temps. Tu vois que c'est des éléments qui ne sont pas anodins. Il faut bien les préparer. Et donc, autant un programme de bug bounty peut donner des résultats très vite, autant la préparation, il ne faut pas la faire dans la précipitation. Il faut vraiment bien préparer son programme pour éviter de se retrouver avec des rapports qui ne sont pas pertinents, des rapports qui tapent sur le mauvais système, ou se retrouver avec des applications qui tombent, ou se retrouver avec une grille de primes qui n'est pas adaptée au travail des hackers, ou des fois se retrouver avec des primes. Voilà, ça arrive aussi des fois de dire il y a un système hypersensible, le scope il est tout petit et on propose de payer les hackers 1 000 € pour les failles critiques. Ils risquent de dire c'est pas sérieux votre truc, ça ne m'intéresse pas du tout et d'abandonner au bout de 4 heures par exemple. Donc voilà, c'est un élément important, cette préparation de l'encadrement d'un programme me semble être une première brique très essentielle. Oui, mais puis je voulais revenir justement sur la préparation, puis c'est la deuxième fois que tu le mentionnes, parce que ça fait la différence entre un programme qui réussit, qui atteint les objectifs, puis un programme qui n'atteint pas les objectifs. Toi, tu le dis, entre autres, les montants à payer, le type de système et ainsi de suite, tout ce genre de choses-là, parce que c'est sûr qu'il doit y avoir des gens qui sont sortis de ces expériences-là, pas avec avec une satisfaction suffisante, ils sont soit sortis du système et ont arrêté d'utiliser ce genre de choses-là, justement parce qu'ils ont pensé un peu que c'était magique, ces éléments-là, où ça allait arriver avec des éléments plus faciles. Fait que cet élément-là est très important. Dans votre cas spécifique, parce que je ne veux pas comparer les autres, c'est quel genre d'accompagnement que vous offrez, justement, pour éviter des histoires où le client est insatisfait de la plateforme? Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un petit peu tous les éléments qu'on a commencé à dire. La première des choses, et c'est ce qui me semble être le plus important, c'est de se mettre d'accord avec le client sur une stratégie long terme. Alors, ça peut paraître un peu barbare, tout ce que je suis en train de raconter, mais puisque tu me poses la question, je te donne vraiment les éléments de réponse. Nous, ce qu'on a constaté sur notre plateforme, c'est que, par exemple, je te donne un exemple très simple. Tout le monde n'est pas prêt pour faire du bug bounty. Donc, moi, c'est ma conviction. Même si le principe, il est simple, c'est-à-dire tu mets de l'argent, les gars, ils te trouvent des failles, tu les payes à la faille détectée. C'est pas rocket science, c'est pas de la physique quantique, c'est assez simple. Mais la réalité, c'est que des fois, on rencontre des clients qui, il ferait mieux de faire un pentest, un test d'intrusion. Donc, soit on lui dit, écoute, commence par faire un test d'intrusion et puis après, on passe à la suite. Et du coup, nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré cette brique directement dans la plateforme. Pour dire, donc, soit tu fais des tests d'intrusion, super, mais le résultat de test d'intrusion, intègre-le dans la plateforme directement, ou alors fais appel à un de nos hackers si tu n'as pas la bande passante ou si tu veux lancer un test d'intrusion rapidement, et avec ces mêmes hackers qui vont te faire du bug bounty, tu auras un premier pentest. Pourquoi on fait ça? Parce que l'idée aussi, ce qu'on ne perd pas de vue,
c'est que le client, il doit quand même bien mesurer son retour sur investissement. Et donc, deuxièmement, il ne faut pas non plus le faire brûler les étapes et lui donner ce que j'appelle l'illusion de la sécurité. C'est-à-dire que des fois, il y a des clients qui, par exemple, quand ils ont des petits budgets, d'accord, petit budget, ça reste relatif, mais typiquement, disons un client, il a 10 000 euros. 10 000 euros, il va le mettre dans un programme de bug bounty. Si l'application n'a pas été très bien sécurisée auparavant, les 10 000 euros vont partir très, très vite. Donc, il va avoir plein de failles, il va corriger ses failles et il peut se dire, c'est pas mal, on a bien bossé. La difficulté dans ce genre d'exercice, c'est que si ça se trouve, il en a encore pour 50 000 euros de failles potentielles sur son application. Et donc, il est à peine au début. Donc, des fois, ce genre de client, on se dit, vaut mieux avoir un assessment, une évaluation d'un hacker potentiel un peu plus poussé, enfin en tout cas un peu plus méthodologique, on va dire, pour dire où sont réellement les fragilités, revois ta copie et on te garantit que c'est un hacker qui a le mindset des autres hackers qui va te faire cet exercice. Et à ce moment-là, l'étape suivante serait le bug bounty, mais au moins le budget, on pourra mieux le dimensionner et toi, ça t'évitera de payer des choses que tu peux corriger tout de suite et vraiment de tirer le meilleur des hackers. Voilà. Soit on est capable de dire, effectivement, ouais, tu peux directement attaquer un bug bounty, il n'y a pas de problème, on y va. Donc, tu vois, nous, la première des choses, c'est vraiment d'identifier avec lui quel est le premier niveau de service qu'il doit mettre en place. Et donc, nous, on a du bug bounty, on a du pentest, on a du VDP et il y a bien entendu aussi du live hacking event potentiellement. Et donc, on essaie de construire la meilleure synchronisation potentielle en disant, en fait, dans ton cas de figure, tu démarres avec du test d'intrusion, on fera du bug bounty, on te mettra une politique de VDP parce que de toute façon, c'est une bonne pratique. Et au bout de 8 mois, on va faire un live hacking event parce qu'on sait que tu veux faire monter tes équipes en puissance, etc. Alors, des fois, ce travail-là, il n'y a pas lieu de le faire parce qu'il y a des clients qui disent non, mais moi, je m'en fous de tout ça. Je veux juste un bug bounty tout de suite parce que j'ai un besoin. Je veux juste m'assurer que cette application, il n'y a pas quelque chose qui m'a échappé. Je l'ai déjà pentesté et tout. Le reste ne m'intéresse pas. Donc, ça c'est le premier travail. Ensuite, d'un point de vue purement technologique, moi, ça a toujours été une hantise pour moi. Tu sais, c'est un terme qui revient souvent, la souveraineté numérique, surtout dans le monde francophone. C'est très présent en Europe. Je pense que c'est un thème qui est parfaitement légitime parce que les guerres économiques sont des guerres réelles et des fois c'est des guerres qui sont passives, c'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte des fois qu'on est en train de se faire piller. Donc partir sur le thème de la souveraineté, c'est important. Mais moi, quand je réfléchis sur ce thème-là, c'est-à-dire je l'adresse par le côté, c'est la capacité de maîtriser son destin économique et son destin technologique. Et pour pouvoir maîtriser ça, je pense qu'il y a des briques essentielles qu'il faut maîtriser. La première brique, c'est le hardware et le storage et le stockage. C'est-à-dire, tu peux me raconter tout ce que tu veux sur le software, sur les contrats que tu vas signer, etc. Mais si tu ne maîtrises pas où se situe la donnée, où est-ce qu'elle est stockée, j'ai l'impression que tout le reste, il est vain. Tu sais, moi, le modèle OSI, ça me semble être le modèle de base avec lequel on analyse la technologie. Et donc, à un moment, c'est une réalité, il faut attaquer les couches basses. Donc, nous, typiquement, on s'est vraiment cassé les dents pendant 2 ans pour imaginer un modèle dans lequel notre plateforme peut être hébergée sur les clouds de nos clients, localement, géographiquement au plus proche de nos clients. Et donc ça, c'est un deuxième point essentiel. On travaille beaucoup avec les clients pour leur dire, bon, est-ce que vous avez juste besoin d'un modèle SaaS ? Et à ce moment-là, OK, vous allez être sur le Yogosha où on a une plateforme qui est hébergée en France avec un certain nombre de certifications. Ou est-ce que, vu votre typologie, ça ne serait pas plus pertinent par rapport à votre stratégie d'avoir votre propre plateforme quelque part de bug bounty dans votre cloud ou on-premise. Et donc ça, c'est le deuxième sujet sur lequel on travaille. Là, c'est des projets qui peuvent devenir conséquents parce que voilà, on n'est plus du tout sur le même raisonnement et c'est ce qu'on va mettre en place. Et après, bon, le dernier élément, c'est plutôt sur l'exécution. Mais ça, c'est du standard. C'est-à-dire, une fois qu'on a décidé stratégiquement et technologiquement qu'est-ce qu'on veut mettre en place,
Le reste, on a à peu près tout sur la plateforme qui permet de suivre les KPI, de faire des points réguliers. Mais ça, c'est du suivi de clientèle, tu vois, pur et dur. Je veux pas faire le commercial de base. C'est pas le but du podcast. Mais par contre, les deux premiers sujets sont vraiment essentiels, quoi. Et donc, dans ces deux premiers sujets, en filigrane aussi, on est aussi capable d'aller identifier les bons hackers et d'avoir, s'il le faut, des niveaux, entre guillemets, d'habilitation, en tout cas de vérification, pour s'assurer qu'il n'y a pas de red flag sur un hacker ou un autre. Bon, typiquement, je donne un exemple très concret pour que tout ça ne semble pas être de la science-fiction. De manière très terre-à-terre. Il y a quelques mois en arrière, on a organisé un live hacking event. On l'a organisé à Dubaï avec les autorités locales. On a amené à peu près 120 hackers du monde entier pour travailler sur des sujets extrêmement critiques, donc pour tester des assets très critiques. Dedans, il y avait des crypto-wallets, il y avait des sites sensibles, mais il y avait aussi, par exemple, un satellite physique, qui est à l'Agence nationale, qui nous a amené un satellite physique dans la salle là où il y a eu le live hacking event pendant 3 jours. Donc, je te laisse imaginer que on pouvait pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Donc, avec l'accord explicite des hackers, donc c'est pas des choses qu'on fait dans notre coin, on n'oblige personne, c'est de manière explicite. Les hackers nous donnent leur accord. On a fait un background check et on a pu valider qui pouvait participer et qui ne pouvait pas participer à l'exercice. Et donc, tu vois, ce genre de choses nous semble être naturel, normal, légitime, tant que c'est fait de manière transparente. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller faire une enquête derrière le dos des gens, on leur demande. Et d'ailleurs, ceux qui refusent ont déjà donné la réponse. Ceux qui disent « moi, je ne veux pas que vous fassiez un background check », ok, donc on sait, tu ne pourras pas participer à cet exercice-là. Et puis on passe à la suite. Tu vois, donc nous, c'est surtout sur ça, sur quoi on se concentre, parce que je pense que, et ça sera peut-être pour un troisième podcast, ça participera aux fondamentaux de l'avenir de ce genre d'approche. Très intéressant. Puis là, dans le fond, je t'ai fait un peu déraper de la séquence dans laquelle tu étais parti. Fait que je te laissais repartir sur la séquence justement pour continuer tes éléments là. Oui. Après, ce que j'ai envie de te dire, ce qui me vient à l'esprit, c'est que en fin de compte, la vraie question, selon moi, c'est ce qu'il faut être capable de mesurer, c'est effectivement quand tu mets ce genre de choses en place. Par exemple, moi, je me mets dans la peau d'un responsable de la sécurité des systèmes d'information. Quand tu mets ce genre de choses en place, comment tu peux mesurer concrètement que ça t'a aidé à sécuriser tes assets? Et là, je pense qu'il y a un certain nombre d'indicateurs sur la durée qui ne trompent pas. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on prêche. Je pense qu'il ne faut pas, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, l'illusion de la sécurité, il ne faut pas tomber dans le piège de dire, parce qu'on a mis un programme de bug bounty, on est totalement sécurisé et il va rien nous arriver. Il y a plein de boîtes qui ont fait des pentests, qui ont fait du bug bounty, qui ont des red teams, et malgré tout, il peut y avoir quelqu'un qui trouve quelque chose chez eux d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que parfois parce que le scope n'a pas été couvert par tout ce qu'on a mis en place. Le truc un peu pas de bol, mais surtout parce que tout professionnel de la sécurité sait que le risque zéro n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder en fait quand on met un programme en place? Il y a un certain nombre d'indicateurs clés. Ce que j'appelle alors tu m'excuseras l'anglicisme un peu, mais je vais essayer de les traduire dans la volée. Donc, le time to first response, le temps moyen de première réponse. On va avoir quelque chose qui s'appelle le temps moyen de triage, le temps moyen de tri. On va avoir le temps moyen pour rémunérer et on va avoir le temps moyen pour corriger. D'accord? Donc, le temps moyen pour donner une première réponse à un hacker, le temps moyen pour trier un rapport de faille, le temps moyen pour rémunérer le hacker et le temps moyen pour corriger une faille. Ces 4 indicateurs qui sont assez simples sont quand même extrêmement importants parce qu'ils permettent, si tu les regardes dans le temps, de vraiment mesurer comment on progresse dans sa capacité de détecter et gérer des failles de sécurité de manière imparable.
Par exemple, imagine si tu dis quand j'ai démarré un programme au début, il me fallait 5 jours en moyenne pour faire la première réponse à un hacker et maintenant il me faut 1 heure. Qu'est-ce que tu as mesuré? Tu as mesuré ta réactivité de manière concrète et tu as mesuré comment tu as amélioré ta réactivité et par un facteur de combien tu as réussi à la mesurer. Si tu regardes le deuxième point, le temps moyen pour trier un rapport de failles, tu as mesuré ta capacité de qualification des failles de sécurité. Donc, tu es capable de dire, en moyenne au début, il me fallait 6 jours pour qualifier si c'est un rapport, c'est un bon ou pas. Mais aujourd'hui, il me faut en moyenne 2 heures. Ça veut dire que tu as réussi à mettre en place l'expertise et l'organisation qui te permet de dire rapidement, est-ce que c'est une vraie faille? Est-ce que ça n'est pas une vraie faille dans le temps? Quand tu mesures le temps moyen de rémunération, tu mesures ta capacité à conclure et à engager des budgets pour fermer des transactions. Donc, tu es capable de dire, du coup, au début, il me fallait 2 mois pour payer un hacker parce que les achats, c'était extraterrestre pour eux, parce que l'argent n'arrivait pas rapidement, etc. Mais maintenant, au bout de 2 mois, j'ai mis la structuration. Et quand une faille de sécurité arrive quelque part, je sais rémunérer rapidement. Et le dernier, corriger une faille, ça veut dire que tu as réussi à créer une dynamique chez les équipes de développement. Et ça veut dire que tu as embarqué les équipes de développement dans cette logique-là, parce que sinon, ils ne corrigeront pas. S'ils ne comprennent pas l'intérêt, les développeurs vont continuer de te dire « Non, mais attends, excuse-moi, le faille de sécurité, c'est le dernier truc que je corrige. Moi, j'ai mon product owner qui me tape dessus, qui me dit dans le Scrum Session de cette semaine, il faut que tu rentres tel feature et tel feature. Les autres, je ne les connais pas. » Et donc, ça veut dire que quelque part, si par exemple on imagine que tu es dans une boîte agile qui travaille avec du Scrum, toutes les méthodos qui vont bien et donc qui ont, tu sais, ces fameuses tickets de definition of done ou as a user, je dois faire ça. Ben, ça veut dire que tu as réussi à créer des tickets chez eux où tu dis en tant qu'utilisateur, je dois bénéficier du double authentification et ça apparaît comme un ticket normal et il le traite comme un ticket normal dans son Scrum Session, tu vois. Et donc, ces indicateurs-là permettent à un responsable de sécurité d'expliquer qu'il a investi de l'argent dans cette approche et que 6 mois plus tard, voici comment nos indicateurs ont bougé dans le temps et voire même faire des benchmarks avec où se trouvent ces moyennes-là dans son industrie à lui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure manière de convaincre des dirigeants, des CEO, des CFO. Je pense que, bien entendu, le côté technique, expertise, il ne faut pas le perdre. Il faut toujours leur parler de techno ou autre. Mais pour les convaincre, c'est ce genre de choses qui parlent, je pense, à un dirigeant d'entreprise, c'est ce genre de tendance qui lui parle. C'est de lui dire, écoutez, moi, je ne vais pas vous dire que on a tout sécurisé. Par contre, dans le temps, l'investissement qu'on a mis, on corrige plus vite, on rémunère plus vite, on trie plus vite. Voilà. Donc, ça amène les équipes internes à ça, la maturité. Ça amène aussi, s'il y a des équipes de sécurité interne aussi, pour commencer à s'adapter à ce genre de réalité-là aussi, de pouvoir justement monter en puissance de celle-ci. Puis là, je t'ai interrompu, mais moi, ce qui est le point qui était ça, puis dans le fond, c'est la troisième étape, c'est quand on passe de bug bounty à un vrai programme de VDP où ça devient, c'est littéralement industrialisé. Le principe que là, c'est pas à la volée sur une demande spécifique, mais c'est un programme permanent qui est institué dans l'organisation qui vient mettre ça en œuvre. Donc, ce qui présume que les étapes que tu as mentionnées sont déjà en place et que les indicateurs qui mènent du retour sur la valeur sont là, donc d'aller ensuite à l'étape suivante qui est vraiment de insérer ça dans le fonctionnement normal de l'entreprise, de la société, là. Ouais, exactement, tout à fait. On est parfaitement d'accord. Et tu vois, après, ça c'est les premiers indicateurs, on va dire très orientés opérationnels, mais qui peuvent aussi être communiqués à un niveau plus haut. Après, de manière indirecte, tu peux mesurer l'agilité de certaines équipes. Tu peux mesurer la fragilité de certaines équipes. Imaginons, par exemple, tu testes différentes applications, tu vas pouvoir te rendre compte quelles sont les failles statistiquement qui reviennent souvent. Et donc, si tu as un budget formation, tu sais que tu peux l'utiliser
pour les failles qui reviennent tout le temps. Les autres, a priori, tes équipes ont l'air de faire le nécessaire. Tu peux identifier quelles sont les communautés les plus dynamiques avec toi au sein des hackers, quels sont les hackers les plus réactifs, est-ce qu'ils ont un profil particulier, etc., etc. Tu vois. Donc, ça te donne tout un cadre, en fait, de réflexion et d'analyse qui fait que, par le fait que ça soit une plateforme, tu t'inscris forcément dans une vision un peu plus data-driven de ce que tu fais au quotidien. Après, c'est toujours la même chose. Pour vraiment faire du bon data-driven, je pense qu'il faut quand même avoir des notions de probabilité et de statistiques, parce que des fois les graphes peuvent t'induire en erreur. Tu vois ce que je veux dire? Si tu prends les mauvais échantillons, des fois tu peux te forger des idées qui sont juste une confirmation d'un biais que tu cherchais à confirmer toi-même, et tu vas le voir dans un graphe en particulier. Ça veut aussi dire que ces approches-là sont pertinentes dans la durée. C'est-à-dire que les premiers indicateurs que tu vois les premiers mois peuvent être intéressants, mais ce qui va être intéressant, c'est le long terme. C'est-à-dire après 2 ans d'historique où tu as testé plein d'applications, plein d'approches et autres, tu vas avoir un vrai profil de ta société. Quelles sont les grandes tendances en fait en termes de cybersécurité offensive sur la détection et la gestion de vulnérabilités qui s'appliquent chez toi? Ouais, c'est très intéressant. Puis c'est ça, tu l'as mentionné, les chiffres, on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi. Puis l'important, c'est de faire dire les bonnes choses, puis justement de pas d'avoir de confirmer nos biais ou nos perceptions dans l'univers. C'est très important pour avoir le meilleur retour sur investissement pour ce genre de technologie-là. Mais c'est très intéressant aussi de toute façon, c'est toutes des mean time que tu utilises comme quelque chose, des temps moyens, de choses qui sont des valeurs qui doivent normalement à travers le temps justement de venir se réduire ou s'améliorer justement pour arriver à quelque chose. C'est sûr que dans les premiers temps, toute compagnie qui commence avec ce genre de programme-là, à moins d'avoir déjà une maturité énorme, généralement vont avoir des temps moyens plus faibles ou des temps moyens moins prestigieux, on va dire, qui laissent comme ça, mais justement d'amener les éléments. Et y a-tu des choses, là, je suis vraiment spécifique à ta compagnie, d'amener, parce qu'il y a des suites à ça, d'amener genre un accompagnement pour la programmation défensive, par exemple, ou des choses comme ça, ou des indicateurs qui vont pointer pour aider les sociétés à améliorer leur score, essentiellement? Alors, sur ce genre de sujet, nous, ce qu'on voit, c'est je sors un peu du cadre exprès, parce que c'est pas forcément quelque chose sur lequel on intervient directement, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment ou à un autre, arrive l'idée de se dire, on veut créer une sorte de dynamique chez les équipes cyber chez nous, on veut qu'ils développent ce genre de mindset. Donc, naturellement, par tous les rapports qu'ils reçoivent, ils vont apprendre quelque part, entre guillemets, de nouvelles techniques. Tu vois, parce que imagine un programme sur lequel tu as 100 hackers qui testent ton application, tu vas en voir des rapports dans tous les sens. Et forcément, si toi, tu es un red teamer, c'est une mine en or, parce que il y a certains scénarios auxquels tu auras pensé et on aura certains, tu les auras jamais imaginés. Je veux dire, c'est une réalité. Nous, les premiers, des fois, on a des programmes nous-mêmes sur lesquels les hackers travaillent. Il y en a toujours un qui trouve des choses. Tu dis, mais on aurait passé des jours et des jours à chercher ça. Il faut juste accepter que le gars, il ne mange pas comme nous, il ne dort pas comme nous, il n'est pas câblé comme nous, et il trouve des choses qu'on ne trouvera pas. Basta. Je vais faire une parenthèse là-dessus parce qu'à une époque, j'en faisais du pentest. Puis ce que j'avais remarqué à l'époque, puis pour ma propre apprentissage là-dedans, c'est que si j'utilise beaucoup trop d'outils automatisés, ça va me créer un biais, donc ça va faire une certaine forme d'aveuglement volontaire où je vais me limiter généralement sur la portée de ce que j'ai vu. Fait que je vais chercher autour de ce que les outils automatisés m'ont relevé et non faire un inventaire. Puis plus tard dans ma carrière, puis là, j'étais moins spécialisé dans le pentest, j'avais commencé à faire d'autres choses. Puis il y a des clients qui, malgré tout, me demandaient des opinions, de faire des pentests. Je disais, je suis pas super bon de ça. Et dans cette époque-là, c'est là où j'ai sorti les choses les plus fascinantes, justement, comme pas câblées comme les autres. Fait que j'arrivais avec un œil comme un utilisateur. Fait que j'arrivais puis je brisais l'application de façon juste sauvage.
Parce que je ne partais pas du principe de faire du recon avant. Je faisais juste comme briser au passage. Et généralement, je brisais de façon assez substantielle les applications à ce moment-là. Fait que c'est très drôle de voir comment, justement, ces gens-là sont importants, justement. Là, moi, je prends l'exemple parce que j'ai vécu les deux mondes, puis j'ai constaté qu'on avait un biais quand on est trop mécanisé ou trop là-dedans. Il y a des choses qu'on ne voit plus. Justement, ces gens-là nous apportent à voir d'autres choses. Exactement. Et donc, je pense que c'est le côté. Il y a du coup un côté. J'aime pas aller sur ce terrain-là, mais presque ouvrir les chakras qu'on peut amener. Et donc, moi, ce que j'ai vu, c'est surtout sur la partie. Les live hacking events sont de vrais accélérateurs de ce genre de choses. Parce que du coup, il y a les équipes qui viennent donc ensemble. Donc, les équipes sécu, par exemple, viennent. Ils ont 3 jours de l'autre côté. Il y a les hackers qui sont là avec eux. Et en fait, du coup, ça crée réellement du red team, blue team. C'est-à-dire là, on le ressent vraiment dans ce genre d'événement. L'équipe sécurité, ils ont cet impératif dont ils ont 3 jours. Et ils n'ont quand même pas envie de voir toutes les cagnottes qu'ils ont mis partir au bout de 3 jours. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui trouve une faille, en fait, nous, on voit la dynamique où ils sont tous en train de se passer le message en disant, là, il vient de trouver la faille ici. Tu sais, il y en a une certainement dans l'autre page parce qu'elle est construite de la même manière. C'est le même code. Il faut aller la corriger tout de suite. Et donc, on voit cette dynamique. En fait, c'est presque du gros exercice grandeur nature. Et c'est pas de la simulation. En fait, l'intérêt, c'est qu'on n'est pas en train de simuler. C'est vraiment sur la production. Donc, je trouve que ça, sur des entraînements défensifs, offensifs, ça rapporte vraiment une autre couche qui est assez intéressante. Et après, ce qu'on fait aussi, c'est que les clients qui le souhaitent, on les met en relation avec certains hackers qui peuvent leur faire des formations sur mesure. C'est-à-dire, certains clients peuvent des fois, du coup, se dire, OK, on a un angle d'attaque, on a je sais pas, sur l'OT, par exemple, sur l'OT, on a des scénarios sur lesquels on n'arrive pas à progresser, on n'arrive pas à avancer, on peut leur organiser des formations sur mesure avec certains de nos hackers, justement pour aller chercher cet extra miles là qui leur manque et qu'ils ne trouveront pas forcément via une approche plateformisée. Voilà, mais ça reste des choses exceptionnelles. C'est pas notre cœur d'activité au quotidien. Ouais, mais ça demeure quand même, parce qu'il y a des collatéraux au fait de plateformiser ce genre de choses-là. Puis c'est intéressant de voir comment ces éléments-là se matérialisent. Je pense que je t'ai encore coupé sur ton élan. Je vais te laisser retourner à ton fil conducteur. Oui, écoute, pour le fil conducteur, une fois qu'on a dit tout ça, on a à peu près fait le tour de la question. Moi, pour conclure, vraiment, et c'est peut-être, ça va nous permettre nous d'ouvrir la suite. C'est que ce que je constate personnellement, c'est que quand on parle avec tous les clients aujourd'hui, ce qu'ils disent en gros, c'est que sur la gestion et la détection des vulnérabilités, il y a trop d'approches, il y a trop d'outils, il y a trop peu de ressources. Et très souvent, c'est des approches qui sont assez complexes avec lesquelles on n'arrive pas à mesurer réellement la portée en fait de ce qu'on est en train de mettre en quotidien. Et avec toutes ces plateformes ou avec toute cette notion de plateformisation, je pense aujourd'hui, c'était quelque chose que tout le monde a cherché à faire. Tu sais, cette idée de comment on va dire ça, cette idée de cockpit global avec lequel on peut tout superviser. Ce qui manquait à l'époque, c'était vraiment d'un côté un cloud bien installé chez le client et le tout des approches plateformes industrialisées. Et je pense aujourd'hui que tous les outils vont converger vers des plateformes uniques ou des plateformes fortement interconnectées. Donc en fait, tout va se rejoindre petit à petit. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est nous, quand on présente notre approche, on se présente comme un VOC, un Vulnerability Operation Center. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire à un moment, si tu n'arrives pas à superviser tout ce que tu fais autour de la gestion de la vulnérabilité, de son traitement, ça veut dire juste que tu t'es rajouté une nouvelle brique auprès des scanners automatiques, des services et compagnie. Et ça veut dire que tu as, à un moment ou à un autre, augmenté ta schizophrénie. Tu as peut-être rajouté une nouvelle lame pour tester,
mais tu t'es rajouté une nouvelle schizophrénie parce qu'il va falloir que tu regardes un nouveau outil avec ses propres indicateurs. Mais maintenant, l'enjeu, c'est comment standardiser tout ça, comment homogénéiser tout ça. Et ça va être le défi, je pense, le plus gros défi des années qui viennent. Absolument, c'est très intéressant. Ça permet de faire un tour très prolixe de ce que cet univers-là du bug bounty offre, et justement de donner des pistes justement pour la maturité. Puis je trouve ça très important parce que j'ai vu des compagnies qui sont allées un peu trop vite puis qui malheureusement se sont brûlées dans l'expérience, mais pas parce qu'ils n'ont pas obtenu de bénéfices, c'est juste parce que les gens à l'interne n'étaient pas en mesure d'accepter, d'accueillir ce que ça pouvait générer comme travail et comme surplus. Donc, c'est d'amener cet élément-là, puis justement pour que tout le monde en tire un bénéfice. Super intéressant. Je te remercie énormément encore de ton temps, ta générosité, c'est toujours très, très plaisant. Puis justement, ces petits moments de glissement vers d'autres choses sont toujours très, très intéressants. Écoute, c'est un vrai plaisir. Je te remercie toi aussi pour l'accueil virtuel, pour les discussions. Et si tu penses qu'il faut un troisième temps, je serai là. Merci. Merci.